All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Le juge président, bonjour à tous. Est-ce que la greffière d'audience pourrait appeler l'affaire, s'il vous plaît? Greffière d'audience, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Situation en République d'Ouganda. L'affaire, le procureur contre Dominique Ongwen, référence de l'affaire ICC 02040115. Nous sommes en audience publique. Le président, je vais demander tout d'abord aux parties et aux participants de bien vouloir se présenter pour le procès verbal. L'accusation, tout d'abord, Madame Bensouda. L'accusation est représentée aujourd'hui par Monsieur Colin Black, substitut du procureur, Madame Betty Holler, substitut du procureur, Shelzen Zeneli, substitut du procureur, et moi-même, Fatou Bensouda, procureur. Le président, représentant légaux des victimes, aujourd'hui Caroline Walter, Orshon Narantsetsek et moi-même, Paulina Massida. Le président, bonjour Monsieur le Président. Au nom des représentants légaux des victimes, nous avons James Mawira, Joseph Manoba, Listovel et moi-même, Anouchka Semi. Le président, la défense. Bonjour, Monsieur le Président, je suis Crispus Ayena Odongo, je suis assisté par Thomas Oboff, Abigail, co-conseil, Monsieur Godam Kikfoudé, co-conseil, Gordon Kifoudé et notre client, Monsieur Dominique Ongwen, est dans la salle d'audience. Le président, merci à tous. Aujourd'hui, la Chambre prononce la peine qu'elle a fixée à Dominique Ongwen pour les crimes pour lesquels il a été condamné le 4 février de cette année. La défense, Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'ai oublié de vous informer que Charles Achaleke Otongo et Elena Lyon ainsi que Beth Lyons, Morgan Ashley et Beth Lyons sont en ligne, qu'ils sont avec nous à distance. Le président, merci beaucoup. Maître Ayena. Maître Ayena, et nous avons également un stagiaire qui participe, qui se trouve dans la galerie. La décision écrite a été publiée ce matin et sera notifiée peu après la conclusion de cette audience. Elle demeure le seul document faisant autorité. Dès l'abord, je rappelle que le système de fixation de la peine devant cette Cour prévoit deux étapes dans cette fixation de la peine. Premièrement, la Chambre prononce une peine individuelle pour chacun des crimes pour lesquels l'inculpé a été déclaré coupable. Par conséquent, en la présente affaire, 61 peines individuelles pour les 61 crimes pour lesquels Dominique Ongwen a été condamné. Deuxièmement, la Chambre indique une période totale d'emprisonnement comme peine conjointe pour tous les crimes. Les textes prévoient que cette sentence conjointe ne soit pas inférieure à la peine la plus lourde prononcée et ne dépasse pas 30 années d'emprisonnement ou, à titre exceptionnel, dans les cas les plus graves, la prison à vie. La Chambre a suivi ces deux étapes consécutives dans sa décision écrite.
sentences individuelles pour chacun des crimes sont dûment fixées dans la décision écrite à la suite d'une évaluation pour chacun des crimes. En l'audience actuelle, la Chambre, cependant, vous le constaterez, la Chambre se concentrera essentiellement sur la peine conjointe, c'est-à-dire la peine effective imposée à Dominique Ongwen. Il s'agit d'une affaire très particulière, comme le montre le volume même des écritures et contributions déposées par les participants en la procédure. L'accusation a recommandé une peine totale d'au moins 20 années d'emprisonnement. Les représentants légaux des victimes, la peine perpétuelle. La défense, une peine correspondant au temps déjà passé ou en prison ou au maximum une période de 10 années d'emprisonnement. Selon la défense, Dominique Ongwen devrait plutôt être livré au mécanisme de la justice traditionnelle à Acholi. Dans la décision, la Chambre a examiné d'abord ces arguments développés par la défense en ce qui concerne les mécanismes de justice traditionnels. Elle n'a pas été convaincue par ces arguments. Le système judiciaire devant cette Cour, y compris son régime de fixation de la peine, est fondé sur le principe de l'égalité. Les peines applicables sont précisées de manière exhaustive dans le statut de la Cour. Il n'existe aucune possibilité pour la Chambre de remplacer une peine d'emprisonnement par des mécanismes de justice traditionnelle ou d'incorporer des systèmes de justice traditionnelle dans la sentence d'une manière ou d'une autre. La Chambre, néanmoins, a pris note des arguments présentés par la défense, qui, à première vue, pourrait créer l'impression que la Chambre n'est pas sensible à l'existence de normes et processus culturels établis. C'est la raison pour laquelle la Chambre a estimé qu'il convenait qu'elle se livre à quelques considérations supplémentaires à cet égard. La Chambre note que la plaidoirie en faveur de mécanismes de justice traditionnels, en particulier sous la forme de ce que l'on appelle le mato oput, ont été présentées en termes vigoureux, mais la discussion a pris un caractère essentiellement abstrait. En fait, il est tout à fait clair dans le procès-verbal que les systèmes de justice traditionnels ne sont pas très largement utilisés au point qu'ils viendraient remplacer le système de justice formel. Ceci d'ailleurs a été exprimé par la Haute Cour d'Ouganda qui a conclu, et je cite, que dans sa forme actuelle, Mato Oput n'a pas de système effectif de régulation et de régulation et que et de réexamen en place et que la justice traditionnelle ne doit pas servir à déplacer, saper ou retarder le système officiel judiciaire. La Chambre note également que les rituels traditionnels Acholi sont réservés aux membres de la communauté Acholi. Ainsi, l'utilisation de ce système traditionnel signifierait que certaines victimes appartenant à d'autres groupes ethniques seraient exclues, étant donné qu'ils ne sont pas Acholi. Mais ce qui est le plus important, la Chambre reconnaît que la réconciliation, quelle que soit la forme qu'elle prend, est un processus au cours duquel la participation des victimes est essentielle. Pour cette raison, la Chambre a pris dûment en compte les vues et préoccupations des victimes exprimées par le biais de leurs représentants légaux. Il est clair que beaucoup des victimes des crimes commis par Dominique Ongwen ne sont pas en faveur de l'idée de la justice traditionnelle en la présente affaire. Au contraire, ils ont également critiqué le fait que les arguments développés à cet égard ont été présentés à la Chambre sans les consulter. La Chambre reconnaît les vues et préoccupations des victimes participantes, exprimées par le biais de leurs représentants légaux de la manière suivante. Et je cite, « Les victimes insistent sur le fait, et cela avec la plus grande détermination, que la position présentée par la défense s'agissant des rituels et procédures soi-disant culturels appropriés qui auraient lieu
aux fins de réintégration et de réconciliation des communautés affectées en nord de l'Ouganda, en lieu et place d'une sanction prenant la forme d'un emprisonnement, ne correspond pas à leur vue. En outre, il y a en outre, dans leur ensemble, les victimes estiment que les organisations et les chefs communautaires ne devraient pas intervenir dans cette affaire. Et là encore, je cite des représentants légaux des victimes, ceux-ci ne représentent aucunement leurs souhaits et besoins. Ainsi, indépendamment du principe de l'égalité visé à l'article 23 du statut, la Chambre n'a de toute façon pas été convaincue par l'affirmation de la défense selon lequel suivre le processus formel de la Cour et ses règles s'agissant de la fixation de la peine irait à l'encontre de la culture du peuple du nord de l'Ouganda. Au contraire, la Chambre est convaincue sur la base des éléments de preuve et des vues et préoccupations des victimes participantes à la procédure que même s'il peut exister un large éventail d'opinions individuelles, les victimes sont attachées et d'une certaine manière font leur le processus de justice de la Cour prévu par le statut. S'agissant de la détermination de la peine, la Chambre a examiné la gravité de chacun des 61 crimes. Elle a pris en considération tout d'abord les nombreuses circonstances atténuantes et aggravantes alléguées par les participants comme pouvant s'appliquer à tous ces crimes. La Chambre a décidé d'accorder un certain poids aux circonstances atténuantes liées à l'enfance de Dominique Ongwen, son enlèvement par l'ARS à un très jeune âge et son séjour au sein de l'ARS. Toutes les peines individuelles ont été déterminées en prenant dûment en compte ces circonstances atténuantes. Par contre, la Chambre n'a pas suivi l'argument de la défense selon laquelle deux circonstances atténuantes sous la forme de circonstances étant quasiment équivalentes à une exclusion de la responsabilité pénale étaient d'application, c'est-à-dire une altération substantiellement altérée de la capacité mentale et la contrainte. La Chambre a rejeté ces deux circonstances comme étant totalement non convaincantes. À cet égard, la Chambre s'est référée à son analyse effectuée dans le jugement délivré le 4 février 2021. À ce moment-là, la Chambre a conclu que Dominique Ongwen ne souffrait pas de maladie mentale ou d'altération au moment du comportement pertinent pour les charges. Au contraire, les éléments de preuve montrent clairement qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales et exerçait son rôle en tant que commandant de manière efficace. La Chambre a fondé cette évaluation sur la base de dépositions d'experts fiables et également sur les éléments de preuve largement concordants de nombreux témoins qui ont passé du temps avec Dominique Ongwen au sein de l'ARS. La défense a également fait valoir que la santé mentale actuelle de Dominique Ongwen devait être considérée comme une circonstance atténuante. La gestion de la santé d'une personne condamnée relève essentiellement de la manière dont sera exécutée la peine. Conformément à la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, une mauvaise santé ne peut être considérée comme une circonstance atténuante que en des circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas le cas en la présente affaire, comme la décision écrite l'explique en détail. S'agissant de la contrainte, la Chambre a préalablement établi dans le jugement que Dominique Ongwen n'était pas soumis à une menace de mort imminente ou à des sévices physiques graves, imminents ou continus pour lui-même ou pour une autre personne au moment des crimes. Il ne se trouvait pas en situation de subordination complète vis-à-vis de Joseph Kony, mais agissait fréquemment de manière indépendante et contestait même des ordres reçus par Joseph Kony. Il avait également une possibilité réaliste de quitter l'ARS qu'il n'a pas utilisée. Au contraire, il s'est élevé en rang et en position. Il a également commis certains des crimes en privé, dans des circonstances où toute menace qui aurait pu lui être proférée par ailleurs n'aurait eu aucun effet.
Sur la base de la même analyse et tout en prenant en compte les nouveaux éléments de preuve présentés par la défense, la Chambre a conclu que ni une altération substantielle de sa capacité mentale, ni la contrainte ne constituaient des circonstances atténuantes applicables en la présente affaire. La Chambre a également refusé de considérer comme circonstances atténuantes les circonstances familiales de Dominique Ongwen et sa personnalité, telle qu'alléguée par la défense. Les raisons sous-tendant cela sont développées en détail dans la décision écrite. De la même façon, pour les raisons expliquées dans la décision, la Chambre n'a pas considéré comme circonstance aggravante l'abus de pouvoir ou de capacité officielle dans la commission des crimes, tel que le soutenaient les représentants légaux des victimes. À la suite de ces conclusions plus générales, la Chambre a analysé individuellement la gravité de chacun des 61 crimes pour lesquels Dominique Ongwen a été condamné. Elle a conclu que plusieurs circonstances aggravantes s'appliquaient à certains ou même à la plupart des crimes. Par exemple, la Chambre a considéré comme circonstance aggravante la commission de crimes pour un motif impliquant la discrimination pour des raisons politiques pour la plupart des crimes ayant trait aux attaques dans les camps de déplacés internes. En effet, les civils en Ouganda du Nord, en particulier ceux qui vivaient dans les camps établis par le gouvernement, étaient ciblés justement parce qu'ils étaient perçus comme étant associés au gouvernement de l'Ouganda et ainsi en tant qu'ennemis. Pour les crimes sexuels et sexistes, la Chambre a considéré comme circonstance aggravante pour la commission de crimes un motif impliquant la discrimination à l'égard des femmes et donc le motif du genre. En outre, pour la plupart des crimes, la Chambre a considéré comme circonstance aggravante le fait qu'il y avait de multiples victimes. Dans certains cas, les victimes étaient enlevées et détenues dans des conditions abusives, où les victimes étaient particulièrement jeunes. La Chambre a considéré également que les victimes étaient particulièrement sans défense et a pris cela en considération. Pour plusieurs crimes également, la Chambre a identifié et pris en considération comme circonstance aggravante la cruauté toute particulière dans la commission du crime. Par exemple, les cas où le meurtre a été commis en brûlant vif des personnes à l'intérieur de maisons et s'agissant du traitement extrêmement dur des enfants intégrés en tant que soldats dans la brigade Signa. L'évaluation crime par crime pertinent pour leur gravité et les circonstances aggravantes s'appliquant à chacun des 61 crimes est développée dans la décision par écrit, ainsi que les sentences individuelles prononcées pour chacun des crimes. La Chambre ne considère pas comme nécessaire d'énumérer cela dans le résumé actuel, étant donné le volume des crimes et les peines individuelles correspondantes. Il me suffira de dire que après une évaluation individuelle, la Chambre a considéré que certains crimes étaient parmi les plus graves, ce qui est le cas pour le crime de meurtre et de persécution dans le contexte des attaques commises sur Padjoulé, Odek, Lukodi et Abok, les camps de déplacés internes, les crimes d'esclavage sexuel, de viol, de mariage et de grossesse forcée, les crimes de réduction en esclavage, torture comme crimes sexuels et sexistes et le crime de conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour participer activement aux hostilités. Pour chacun de ces crimes, la Chambre a prononcé une peine individuelle de 20 années d'emprisonnement. Ceci constitue la peine individuelle la plus lourde prononcée. La Chambre a également prononcé une peine individuelle de 14 années d'emprisonnement pour un nombre de crimes tels que les crimes d'attaque contre la population civile en tant que telle, tentative de meurtre, réduction en esclavage, torture dans le contexte des attaques sur les camps de déplacés internes de Padjoulé, Odek, Lukodi et Abok et les crimes d'atteinte à la dignité de la personne.
Enfin, des peines individuelles de 8 années d'emprisonnement ont été prononcées pour les crimes de pillage, destruction de propriété commis au cours des attaques sur les 4 camps de déplacés internes. Comme on l'a rappelé, chaque peine individuelle pour chacun de ces 61 crimes est précisée dans la décision écrite. Et comme je l'ai déjà dit, ces peines individuelles sont déterminées en prenant en considération également la circonstance atténuante résultant de la situation relative à l'enfance de Dominique Ongwen et ses premiers jours au sein de l'ARS. La Chambre en dira davantage à ce sujet ultérieurement. À la suite de la détermination des peines individuelles pour chacun des 61 crimes, la Chambre a déterminé la sentence conjointe la plus adéquate, c'est-à-dire le temps total d'emprisonnement imposé en tant que sanction pour tous les crimes commis. Ce résumé oral se concentrera maintenant sur la détermination de la peine conjointe. D'un côté, la Chambre aurait pu imposer une peine conjointe de 20 années d'emprisonnement. Ceci était le minimum possible d'après les textes. Et comme je l'ai expliqué, cela correspond à la peine individuelle la plus lourde prononcée pour plusieurs des crimes. La Chambre, cependant, a considéré une telle peine comme ne pouvant pas refléter la culpabilité totale de Dominique Ongwen. La Chambre est bien consciente qu'il y a certains doublons en ce qui concerne la base factuelle de certains crimes pour lesquels Dominique Ongwen a été condamné. Ceci, cependant, n'a pas d'implication significative quant à la détermination de la peine conjointe dans la présente affaire. Ceci est dû au nombre étonnamment élevé de condamnations distinctes sur la base de bases factuelles totalement différentes prononcées par la Chambre. D'ailleurs, il y a des crimes totalement distincts, indépendants les uns des autres et chacun devant être condamné. Par exemple, les crimes de meurtre commis dans le contexte des 4 attaques sur les camps de déplacés qui sont totalement différents des crimes d'esclavage sexuel commis par Dominique Ongwen contre ses épouses, soi-disant épouses forcées, et les autres femmes et filles dans la brigade Signa. Le crime de conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour participer activement aux hostilités a une base factuelle totalement différente des crimes de destruction de propriété et de pillage, etc., etc. Il s'agit là juste d'exemples pour illustrer que en cette affaire, il y a un grand volume de comportements criminels distincts sous-tendant des crimes différents. Ceci en bref, contrairement à ce qui a été demandé par l'accusation, une peine conjointe correspondante à la peine conjointe la plus élevée prononcée pour un crime seulement, c'est-à-dire 20 années d'emprisonnement, qui ne reflèterait pas la culpabilité pour tous les crimes commis. Par ailleurs, la Chambre a considéré la possibilité de la prison à vie. Ceci était la recommandation des représentants légaux des victimes participantes. La Chambre rappelle le caractère extrêmement grave des crimes nombreux commis par Dominique Ongwen en eux-mêmes et lorsqu'on les prend en compte conjointement. Et la présence pour chacun de ces crimes d'au moins une circonstance aggravante et souvent même de 2 ou davantage. Sur cette base, l'emprisonnement à vie, effectivement, pourrait s'imposer. Le caractère extrêmement grave des crimes, et en particulier si on les prend de manière cumulative, est effectivement patente. Ceci est particulièrement évident étant donné la culpabilité élevée de Dominique Ongwen. Plus de 130 personnes ont été tuées pendant les attaques sur les camps de déplacés. Au moins 25 autres ont réussi à survivre simplement pour des raisons indépendantes de la volonté de Dominique Ongwen ou de combattants sous son contrôle. Des civils ont été tués dans de différentes manières, mais toutes terribles. Les récits des victimes se retrouvent en détail dans le jugement.
De plus, des centaines de civils ont été enlevés, torturés, réduits en esclavage pendant ces mêmes attaques. Un grand nombre d'enfants ont été enlevés, intégrés dans la brigade Signa, utilisés activement pour participer aux hostilités. 7 femmes et jeunes filles ont été forcées de devenir les soi-disant épouses de Dominique Ongwen et ses servantes. En outre, il y avait plus de 100 femmes ou filles enlevées dans la brigade Signa au moment pertinent. Beaucoup de ces victimes, qui étaient ciblées pour des motifs impliquant la discrimination, étaient particulièrement sans défense. De jeunes garçons et de jeunes filles très jeunes ont été enlevés et forcés à devenir des enfants soldats ou des domestiques. Pendant les attaques, les individus qui avaient été enlevés, y compris des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, étaient tués et ensuite torturés. Dominique Ongwen a eu l'intention de commettre ces crimes. Il a joué un rôle clé dans leur commission. Il a participé à la planification de l'attaque contre le camp de personnes déplacées internes de Padjoulé et y a participé personnellement. Lors des autres attaques, à Odek, Lukodi et Abok, tous des camps de personnes déplacées, c'est lui qui a décidé de lancer les attaques. Il a sélectionné les combattants et les commandants sur le terrain et a donné des instructions spécifiques avant chaque attaque. Il a fait rapport des résultats à ses supérieurs dans la chaîne de commandement en utilisant la radio de l'ARS après que chacune des attaques ait été conclue et s'en est attribué le mérite. Pour ce qui est des crimes sexuels et sexistes et pour l'enlèvement et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, la participation de Dominique Ongwen dans la commission de ces crimes est indubitable. Il a personnellement enlevé des enfants et a réparti des garçons, des filles et des femmes au sein de ces unités. Certains de ces jeunes garçons enlevés sont demandés les escortes personnelles de Dominique Ongwen, vivaient avec eux, le gardaient et combattaient sous ses ordres. Il conservait également des femmes et des filles pour sa propre maisonnée, forçant les plus jeunes à être ses servantes domestiques, alors que celles qu'il estimait être suffisamment âgées étaient forcées d'être ses soi-disant épouses et obligées à avoir des relations sexuelles avec lui et à porter ses enfants. Au-delà de tout cela, dans son rôle en tant que commandant, il a exercé un rôle essentiel en maintenant l'enlèvement et les abus méthodiques à l'encontre des femmes et des filles. Cela se reflète dans les condamnations pour crimes sexuels et sexistes. En outre, il a joué un rôle essentiel dans la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans. Ils ont été intégrés de manière brutale dans les rangs de l'ARS en grand nombre et utilisés pour participer activement à des hostilités. Comme nous l'avons déjà dit, la gravité extrême des crimes commis par Dominique Ongwen, y compris le degré de sa conduite coupable, plaiderait fortement pour une peine conjointe de réclusion à perpétuité. Toutefois, la Chambre a décidé de ne pas infliger une peine de prison à perpétuité. Lors de ce résumé oral, la Chambre souhaite expliquer brièvement pourquoi elle a pris cette décision. Tout d'abord, cela ne devrait aucunement être perçu comme atténuant la gravité des crimes qui ont été commis, y compris l'impact considérable qu'ils ont eu sur le grand nombre de victimes impliquées. La Chambre le comprend parfaitement. La Chambre souhaite souligner cela une fois de plus, sans aucune équivoque possible. Néanmoins, conformément avec le statut de la Cour, la peine de prison à perpétuité est une peine exceptionnelle. Parmi toutes les considérations qui font partie de cette évaluation, le statut renvoie également, je cite, aux circonstances individuelles de la personne condamnée. Par conséquent, la Chambre a dû examiner et tenir compte des circonstances individuelles de Dominique Ongwen pour déterminer si l'emprisonnement à perpétuité était justifié. À cet égard, la Chambre a également tenu compte de la déclaration personnelle faite par Dominique Ongwen lors de l'audience devant cette Cour, au cours de laquelle il a parlé de manière lucide pendant 1h45, faisant une déclaration
structurée et cohérente, tout en parlant largement, librement, plutôt que de lire un discours préparé. Dans cette affaire, la Chambre est confrontée à une situation unique. Elle est confrontée à un auteur qui a délibérément infligé de terribles souffrances à ses victimes. Toutefois, elle est également confrontée à un auteur qui a lui-même, par le passé, enduré des souffrances extrêmes du fait du groupe dont il est plus tard devenu un des membres et des dirigeants de premier plan. La Chambre a été très impressionnée par le récit fait par Dominique Ongwen lors de l'audience sur la peine à propos des événements liés à son enlèvement alors qu'il n'avait que 9 ans. Ce récit est par ailleurs corroboré par les témoignages entendus lors du procès. Dominique Ongwen a été enlevé par l'ARS lorsqu'il avait 9 ans. Cela a en effet été établi. Son enlèvement à un si jeune âge signifie qu'il a été arraché d'un environnement aimant et protecteur qu'était sa famille et sa communauté. Son enlèvement à un si jeune âge signifie également qu'il a dû interrompre sa scolarité. D'après des descriptions jugées dignes de foi versées au dossier, il était un enfant doué, aux capacités intellectuelles largement supérieures à la moyenne. Il avait toutes les possibilités de devenir un membre précieux de sa communauté et de la société dans le cours normal des choses. Toutes ces possibilités, tout ce potentiel positif, tous ces espoirs pour un futur brillant ont été réduits à néant le jour où il a été enlevé. En lieu et place d'un développement prometteur de sa personnalité au sein de sa communauté, sa socialisation a eu lieu dans un environnement aussi violent que celui de l'ARS. Au sein de l'ARS, il ne fait aucun doute qu'il a vécu des souffrances profondes alors qu'il grandissait. Il a été forcé à devenir enfant soldat à un très jeune âge dans les pires conditions. Il a été le témoin de nombreux crimes terribles en tant que jeune enfant, y compris des morts violentes. Il a été forcé à participer à de tels incidents violents. Peu de temps après son enlèvement, il a appris que ses parents avaient été tués, ce qui a contribué à son sentiment de solitude et de désespoir. En somme, la Chambre a entendu des témoignages spécifiques indiquant que Dominique Ongwen avait grandement souffert, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au cours des premières années qui ont suivi son enlèvement. Les circonstances de l'enfance de Dominique Ongwen après son enlèvement sont évidentes. La Chambre ne peut en faire abstraction dans la détermination de la question de savoir si l'emprisonnement à perpétuité représente une peine juste en l'espèce. Le fait que Dominique Ongwen n'ait pas, dans un premier temps, choisi de faire partie de l'ARS, mais ait été enlevé et incorporé à l'ARS alors qu'il n'était qu'enfant, ne justifie aucunement ou n'explique pas les crimes odieux qu'il a délibérément choisi de commettre en tant qu'adulte pleinement responsable. Toutefois, ces circonstances, aux yeux de la Chambre, rendent la perspective de le condamner à passer le reste de sa vie en prison excessive. La Chambre comprend pleinement et parfaitement le désir légitime des victimes pour que justice leur soit faite. Elle comprend également que la justice exige qu'une sanction adéquate soit imposée à Dominique Ongwen. La Chambre est toutefois appelée à fixer une peine qui ne constitue pas en soi un moyen de se venger. Le parcours personnel de Dominique Ongwen n'efface en rien sa conduite coupable et les souffrances des victimes. Et je pense qu'il convient de le répéter. Toutefois, la particularité de cette affaire, de son historique, de sa situation, ne peut être ignorée lorsque nous décidons si l'accusé doit être ou le condamné doit être condamné à la prison à perpétuité en l'espèce. Le fait d'envisager la perspective que Dominique Ongwen puisse un jour refaire sa vie, tout en étant sanctionné de manière adéquate pour les crimes commis, ceux dans un environnement nouveau et
plus sain que celui extrêmement violent de l'ARS au sein duquel il a grandi et a longtemps évolué, est l'un des facteurs qui ont informé la décision finale de la Chambre en ce qui concerne la peine unique en la présente affaire. La Chambre estime qu'une telle occasion congrès ne saurait être refusée à Dominique Ongwen du fait de son parcours personnel spécifique, raison pour laquelle la Chambre a décidé de ne pas condamner Dominique Ongwen à la peine exceptionnelle de la réclusion à perpétuité. La Chambre a par conséquent rejeté une peine unique correspondant au minimum possible, à savoir 20 ans d'emprisonnement, mais a également rejeté le maximum possible, à savoir la réclusion à perpétuité. Elle a dû situer la peine unique quelque part entre ces deux extrêmes, à savoir entre 20 et 30 années d'emprisonnement. La peine unique définitive doit être juste et adéquate. La Cour va maintenant prononcer la peine unique définitive. Et pour ce faire, Monsieur Ongwen, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. À la lumière de la gravité des crimes que vous avez commis, des circonstances atténuantes et aggravantes applicables, et de vos circonstances individuelles spécifiques, la Chambre vous condamne à une période totale d'emprisonnement de 25 années, comme peine unique pour les 61 crimes pour lesquels vous avez été déclaré coupable. Votre peine sera réduite pour la période entre le 4 janvier 2015 et aujourd'hui, le 6 mai 2021, au cours de laquelle vous avez été détenu conformément à une ordonnance de cette Cour ou en lien avec des conduites relatives à vos crimes. Cette période sera donc déduite de la durée totale d'emprisonnement qui vous est infligée. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Ongwen. La Chambre considère ainsi que la peine unique appropriée est de 25 années d'emprisonnement. Toutefois, cette décision n'a pas été prise à l'unanimité. Le juge Pangalangan aurait condamné Dominique Ongwen à une période totale d'emprisonnement de 30 ans. La majorité de la Chambre est d'avis que la période totale de 25 années d'emprisonnement est proportionnée au vu de la gravité des crimes commis par Dominique Ongwen et conforme à ses circonstances individuelles spécifiques découlant de son enlèvement alors qu'il était enfant. Elle est donc conforme aux objectifs fondamentaux de punition pour les crimes commis et de dissuasion qui sous-tendent le système relatif aux peines de cette Cour. En effet, la majorité est persuadée que cette peine unique traduit une condamnation forte de la part de la communauté internationale des crimes commis par Dominique Ongwen, tout en reconnaissant l'immense préjudice et les souffrances causées aux victimes. Elle est également appropriée afin de dissuader d'autres personnes de commettre des crimes similaires à l'avenir. Et elle découragera également le récidivisme de Dominique Ongwen. Selon la Chambre, aucune peine d'emprisonnement de moins de 25 ans ne saurait constituer une sentence appropriée, proportionnée et juste à la lumière de toutes les circonstances pertinentes en la présente espèce. Dans un même temps, une telle sentence unique tient compte du parcours unique de Dominique Ongwen et ne compromet pas la perspective de sa réhabilitation sociale et éventuellement la possibilité concrète d'une réinsertion en société. C'est également une considération pertinente dans une affaire aussi particulière que celle-ci. La Chambre note également qu'au titre de son statut, après que Dominique Ongwen aura purgé 2/3 de sa peine, la Cour examinera la peine à déterminer pour savoir si celle-ci, à la lumière de certains critères, peut être réduite. Voilà brièvement les raisons qui sous-tendent la peine prononcée aujourd'hui. Comme je vous l'ai rappelé, la détermination d'une peine unique de 25 années d'emprisonnement a été adoptée à la majorité. Le juge Pangalangan a exprimé une position différente. Je vais maintenant lui donner la parole afin qu'il puisse brièvement nous entretenir de cette question. Merci, Monsieur le Président.
Je me suis rallié au verdict unanime rendu le 4 février 2021, concluant que l'accusé était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, pour 61 crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Aujourd'hui, je me joins également à la majorité en ce qui concerne les peines individuelles. Toutefois, je considère qu'une peine unique plus lourde serait mieux appropriée. Et ce n'est que sur ce point que je suis en désaccord avec la majorité. La Chambre déclare dans sa décision rendue aujourd'hui, avec laquelle je suis par ailleurs tout à fait d'accord, que le fait d'imposer une peine unique ne saurait refléter la culpabilité totale de Dominique Ongwen pour tous les crimes qu'il a commis. Fin de citation. La Chambre conclut également, et je cite une fois de plus, que tout étant considéré, en raison de l'extrême gravité des crimes commis par Dominique Ongwen, y compris le degré de sa conduite coupable, une peine unique d'emprisonnement à perpétuité serait certainement appropriée en la présente espèce. La majorité conclut donc que le critère de gravité extrême a été satisfait. Cela est très important étant donné la juridiction, la compétence de la Cour, qui couvre non seulement les crimes de droit commun jugés par les juridictions nationales, mais également, et je reprends les termes du statut, les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et qui reconnaît les souffrances de victimes d'atrocités inimaginables qui choquent profondément la conscience de l'humanité. Fin de citation. Cela signifie que même dans le cadre de ce calcul triste des crimes les plus odieux, eh bien, les crimes pour lesquels Dominique Ongwen a été prononcé coupable sont toujours considérés comme étant d'une extrême gravité. Donc pour cette raison, à mon avis, étant donné que la réclusion à perpétuité est la peine la plus lourde qui peut être imposée par le statut, le simple fait de ne pas imposer cette peine tient déjà compte de la situation personnelle malheureuse de Dominique Ongwen. En outre, le fait de fixer une peine à moins de 25 ans, plutôt qu'au maximum statutaire de 30 ans, ne tiendrait pas suffisamment compte des souffrances des victimes, qui, dans le cadre de crimes d'atrocité de masse, ne sont pas inférieurs que lorsque des crimes tels que des meurtres, des viols ou des tortures sont commis comme crimes de droit commun. L'échelle et la cruauté avec lesquelles ces crimes ont été commis dans cette affaire ne sont pas compensées par le triste destin d'un petit garçon de 9 ans enlevé puis conscrit en tant qu'enfant soldat. En effet, comme la majorité l'a indiqué à juste titre, je cite, le parcours personnel de Dominique Ongwen ne saurait en aucun cas éclipser sa conduite coupable et la souffrance des victimes. Les règles imposent à la Cour d'évaluer tous les facteurs pertinents, parmi lesquels le préjudice subi par les victimes et leurs familles. La Chambre d'appel a reconnu que cela était un exercice de discrétion en vue d'imposer une peine proportionnée qui reflète bien la culpabilité de la personne condamnée. Je suis d'avis qu'imposer une peine unique de 30 ans signifierait que la Cour ne ferait pas abstraction du caractère odieux des crimes commis. Et c'est en raison de la gravité extrême de ces crimes, et en particulier du préjudice profond et permanent, aussi bien physique que psychologique, causé aux victimes et à leurs familles, que j'estime qu'afin de bien refléter, pour reprendre les termes de la majorité, la plus forte condamnation par la communauté internationale et reconnaître l'énorme préjudice et les souffrances causées aux victimes, qu'une peine totale de 25 ans n'est pas appropriée et que les crimes pour lesquels Dominique Ongwen a été prononcé coupable méritent une peine de 30 ans d'emprisonnement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le juge Pangalangan. La Chambre souhaite conclure cette audience avec un certain nombre d'observations finales. La décision rendue aujourd'hui a été particulièrement difficile
et elle a eu un impact considérable sur chacun des juges ici présents. Nous avons toujours ressenti la plus haute responsabilité pour déterminer la peine la plus adaptée, ce à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, parfois contradictoires. Il existe une tension insoluble entre certaines de ces circonstances. Certaines de ces circonstances nous ont poussés à nous interroger sur l'essence même et sur la signification de la sanction. Tout le monde ne sera pas satisfait par la décision rendue aujourd'hui. Cela relève de la nature même d'un procès qui consiste à établir une sanction appropriée pour les torts commis à autrui. En substance, tout dépend du sens de la justice individuelle de chacun. Les divergences d'opinion entre les juges sur la peine unique en la présente affaire reflètent exactement ceci. Notre propre sens individuel de la justice en tant que juge, chargé de trancher dans cette affaire, ce conformément avec le pouvoir discrétionnaire qui nous est donné par le droit. Ce n'est pas l'expression d'un désaccord fondamental entre nous. Nous sommes pleinement d'accord, aussi bien sur le droit et sur le fait. Nous sommes également entièrement d'accord sur chacune des peines individuelles, sur le fait d'exclure la réclusion à perpétuité et sur le fait d'imposer une peine unique supérieure ou plus lourde que le minimum imposé par le statut. Ce n'est que dans la détermination de la peine finale que la majorité a donné plus de poids aux circonstances individuelles de Dominique Ongwen que ne l'aurait fait le juge Pangalangan. Chaque juge de la Chambre a exercé sa discrétion, dans le strict respect de la loi et en toute conscience. La Chambre s'est efforcée d'expliquer son cheminement qui lui a permis d'arriver à cette décision, afin que cette décision puisse être comprise et acceptée comme étant légitime, même si elle ne fait pas l'objet d'un accord universel. Certaines victimes ne seront peut-être pas d'accord avec la décision consistant à ne pas imposer une réclusion à perpétuité. Dominique Ongwen et la défense ne seront peut-être pas d'accord avec le fait qu'il ait été condamné pour une peine de prison qu'il estime trop longue. D'autres personnes pourront avoir d'autres points de vue sur cette peine, mais parfois ces personnes n'ont pas connaissance de tous les faits pertinents, de tous les éléments de preuve contenus au dossier. Et tout cela est compréhensible. En tant que juge, nous ne nous en tenons qu'aux règles de droit et nous n'écoutons que notre conscience. Nous sommes confiants que la peine prononcée aujourd'hui tient compte de ces deux aspects. Ce procès a été long et complexe. La Chambre est d'avis que ce procès a été une réussite, car il a permis de mettre en évidence tous les éléments de preuve nécessaires pour établir la vérité. Le résultat de ce processus est le long et détaillé jugement rendu il y a 3 mois de cela, le 4 février. La peine prononcée aujourd'hui est un autre de ces résultats. En somme, nous espérons que le travail de la Cour dans cette affaire, y compris le dossier volumineux de témoignages et les autres éléments de preuve qui ont été produits, a été et continuera à être utile pour les victimes, pour les Ougandais du Nord et pour d'autres personnes, pour aider à faire la lumière sur un chapitre complexe et douloureux de l'histoire. Nous espérons également que le procès, jusqu'à ce stade, contribuera à faire justice dans une certaine mesure aux victimes des crimes commis et permettra d'affirmer que la communauté internationale en général et cette Cour en particulier sont de leur côté. Une étape supplémentaire dans cette direction sera prise avec l'ouverture de la procédure en réparation pour les victimes des crimes commis par Dominique Ongwen. Aujourd'hui, la Chambre a rendu une ordonnance
relative aux réparations. Le droit des victimes à la réparation est également une partie intégrante du système de justice de cette Cour. Cela permet de reconnaître, une fois de plus, les souffrances et le préjudice subis par les victimes, et elle vise à rectifier cela. La Chambre va encourager avec vigueur et avec grand soin l'avancement des réparations. Voilà, cela met un terme au prononcé de la peine dans l'affaire Le Procureur contre Dominique Ongwen. L'audience est levée.